Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Accelère Open Talk. Je suis Thibaut Zupinger et ensemble nous allons explorer les défis, les tendances et les innovations qui façonnent le paysage entrepreneurial français. Aujourd'hui un épisode spécial afin de mieux comprendre l'impact des écosystèmes des startups sur l'innovation. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Alexandra André, directrice de la French Tech Grand Paris. Bonjour Alexandra, merci de te prêter à l'exercice. Avec grand plaisir, je suis ravie d'être là et merci de l'invitation. On est vraiment ravis de t'accueillir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, écoute, moi, j'ai un discours un peu atypique dans le milieu de la tech, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de grandes écoles de commerce. Je ne suis pas diplômée du tout. J'ai commencé à travailler à l'âge de 20 ans. J'ai eu la chance, grâce à une jolie rencontre d'associés, de créer ma société à 23 ans, qui était une agence de communication spécialisée à la base sur les entreprises d'Internet, puisqu'on parle de ça au début des années 2000. La tech n'existait pas encore, c'était digital. Je l'ai revendu au bout de 13 ans et puis ensuite j'ai intégré le fonds d'investissement Serena en tant qu'operating partner. Donc, on a été un des premiers fonds à amener ce modèle en France et donc j'ai eu le plaisir quelque part d'être une des premières operating en France. Depuis, j'accompagne des startups sur des sujets core business. Et puis, il y a 8 mois, j'ai pris la direction de la French Tech Grand Paris, pour essayer d'animer, d'accompagner cet écosystème incroyable. En parallèle de ça, quand même, ce qui est hyper intéressant, mais parce que c'est ma fibre, j'accompagne depuis quand même quelques années les jeunes entrepreneurs issus plutôt des quartiers défavorisés. J'aime pas trop ce terme, mais je pense que du coup, dans l'esprit des gens, ça parle. Et puis, je donne des cours dans des écoles. Je suis mentor sur des projets intrapreneuriaux de grands groupes type Thales. Voilà, j'adore transmettre, j'adore accompagner, j'adore aider. Et je pense que on m'a beaucoup aidé et je me dois de redonner ça aujourd'hui au centuple. En tout cas, c'est un parcours effectivement impressionnant et on sent que tu as un sacré background, que ce soit effectivement dans l'innovation, dans la conduite d'une start-up, dans gérer sa croissance et aussi l'aspect financier. Donc tu es la directrice de la French Tech Grand Paris. La French Tech, c'est un nom qui est très connu du grand public, mais je pense que la réalité de ces missions est encore un peu floue. Ces structurations aussi entre la French Tech, la mission French Tech ou la French Tech Grand Paris. Est-ce que tu peux rappeler les missions de la French Tech et éventuellement procéder à quelques définitions ? Ouais, alors je vais déjà rappeler la genèse de la French Tech, parce que je trouve que c'est hyper intéressant. En 2012, on avait un ministre qui s'appelait Cahuzac, qui était le ministre du budget. Et il avait profondément refondu les impôts sur les plus-values et les dividendes. Et cette imposition sur les plus-values mise au barème de l'impôt sur le revenu conduisait à des choses totalement aberrantes dans notre système, notamment à des taux d'imposition supérieurs à 60% pour des gens, des investisseurs qui prenaient des risques très importants à investir dans les entreprises. Ça a déclenché quelque chose qui, à l'époque, a beaucoup fait parler, qui a été le mouvement des pigeons, qui était porté par Jean-David Chamberedon. Jean-David est aujourd'hui, même à l'époque, il était d'ailleurs, le président et le fondateur du fonds très iconique Isaïe. Et en fait, donc, suite à ce mouvement des pigeons qui a rassemblé vraiment l'écosystème, le gouvernement dont le président était François Hollande à l'époque, est revenu sur cette mesure au printemps suivant, la loi qui avait été votée. Et du coup, cette loi n'a jamais été appliquée. Mais ce qui a été génial, c'est que le mouvement des pigeons a rassemblé cette communauté, a montré qu'elle était très solidaire et cela a facilité derrière la création de la French Tech. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est dit, se mettre derrière une bannière pour montrer que l'on existe, que l'on a un modèle économique différent du reste de l'économie traditionnelle, qu'on a besoin d'une fiscalité douce sur les plus-values, qu'on a besoin qu'il y ait beaucoup plus d'argent et d'épargne longue investie dans notre secteur. En fait, il y a eu une prise de conscience collective et tout le monde, naturellement, s'est mis derrière la bannière French Tech, qui a été créée ensuite par la ministre Fleur Pellerin en 2013. Et franchement, un grand bravo déjà à Fleur pour ça, parce que ça a amené une dynamique qui a été incroyable. Donc, bravo à Jean-David Chamberedon avec le mouvement des pigeons et qui a aidé sur la fiscalité et avoir plus d'investissement dans les startups. Et puis, bravo à Fleur pour la French Tech. Et donc, le rôle de la French Tech est de soutenir la structuration et la croissance de l'écosystème des startups françaises, mais en France et à l'international également.
Elle est en charge de déployer des politiques publiques à destination des startups, de fédérer cet écosystème sur le territoire au niveau national et à l'international. Et c'est pour ça d'ailleurs, et je vais en parler je pense un peu plus tard, mais qu'on a des capitales French Tech sur l'ensemble du territoire et des communautés French Tech à l'international qui ont été créées pour représenter la France un peu partout. Donc c'est comme une fédération, voilà. Il y a la mission French Tech qui est nationale, et ensuite par exemple pour le French Tech Grand Paris, ça a quel statut par exemple par rapport à la mission French Tech ? En fait, la mission French Tech est étatique, elle dépend de la Direction Générale des Entreprises qui elle-même dépend de Bercy. Donc elle est dirigée aujourd'hui par Clara Chapaz. Ensuite, pour que cette French Tech ne soit pas vue que comme trop parisienne, parce que c'était le cas au départ, ils ont décidé de labelliser en région des associations et ou des technopoles, de les labelliser Capital French Tech. Donc ce sont des labellisations pour 3 ans que reçoivent ces associations. Et une fois qu'on est labellisé, on a pour objectif, et on reçoit des subventions pour cela, d'opérer des programmes mis en place par la mission French Tech. Donc les plus connus, ça va être le FT 120 et le Next 40 et French Tech 2030. Mais les programmes que nous, on opère en tant que Capital French Tech, ça va être par exemple le programme French Tech Tremplin qui est qui promeut l'égalité des chances et qui accompagne les entrepreneuses et entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans l'écosystème tech français pour développer leur projet entrepreneurial. On va avoir French Tech Rise qui va aider les startups en région sur leur financement de l'innovation. Et puis, on va avoir des projets comme French Tech 2030 avec la souveraineté économique, où là, on va essayer de réindustrialiser et d'accompagner en fait les startups sur les priorités stratégiques du plan de France 2030. Avec ton parcours et de ce que tu me dis, c'est un accompagnement qui est principalement sous l'angle financier, ou il y a aussi une logique de mentorat, aider à structurer par exemple une entreprise qui va faire face à une forte croissance. Est-ce qu'il y a aussi cette approche humaine pour l'accompagnement des croissances, où on est vraiment juste plutôt focalisé sur l'approche financement de l'innovation ? Non, alors en fait ça dépend des programmes. Les French Tech 120, Next 40 et French Tech 2030 ont des correspondants start-up, enfin des référents start-up au sein de la mission French Tech qui mettent en place beaucoup de programmes d'accompagnement sur des verticales très transverses. Donc il y a un accompagnement qui peut être financier, un accompagnement qui va être extra-financier. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Ça peut être effectivement un accompagnement sur le développement international, sur le financement, sur le développement commercial. Comment est-ce qu'on travaille avec les achats publics et les achats privés, sur le recrutement, sur la propriété intellectuelle, les enjeux réglementaires. Bref, c'est vraiment comment est-ce qu'on les aide à accélérer en leur donnant un peu toutes les cordes à leur arc. Alors, le Next 40, en général, est déjà très avancé. Il n'a plus vraiment besoin de nous pour ça, ou en tout cas de la mission French Tech. Mais sur French Tech 2030, c'est un peu plus vrai. Les boîtes sont un peu moins matures, pour la plupart, et elles ont plus besoin de ça. Nous, les Capital French Tech, on opère une partie des programmes de la mission French Tech, mais on a nous-mêmes nos propres programmes. Typiquement, à la French Tech Grand Paris, nous, on a un programme santé qu'on fait avec le Digital Medical Hub et qui est là pour accompagner et accélérer l'acculturation des startups santé en stade préclinique sur la réglementation dans le domaine de la santé, sur le product market fit, sur... bon, voilà, il y a plein de sujets. Donc, il y a des programmes très fléchés et il y a des programmes qu'on va co-construire aussi en fonction des attentes de nos membres et de l'évolution du marché. Il y a un autre aspect qui n'était peut-être pas là au commencement, qui est la prise en compte de la diversité. Est-ce qu'il y a une intégration justement de la diversité, que ce soit les minorités, que ce soit les seniors? Est-ce que c'est quelque chose qui justement est pris en compte aussi par la French Tech, et si oui, de quelle manière? Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont émergé avec des acteurs très forts comme Mosaïque RH, comme Diversidays porté ou les Déterminés, sur l'inclusion-diversité. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment pas mal de choses qui se passent. Et puis, on a le programme French Tech Tremplin également qu'on porte de notre côté. La deuxième chose, c'est qu'on a, il y a 5 ans, Tatiana Jama, Céline Nazort ont lancé Sista. Sista qui avait pour objectif à ce qu'il y ait plus d'investissements fléchés vers les femmes entrepreneurs, start-upeuses,
qu'il y ait plus de femmes embauchées au sein de la tech et puis surtout plus de femmes aux directions des startups. Donc, Sista a fait bouger les lignes dans l'inconscient collectif, on va dire. En revanche, quand on discute avec notamment Tatiana Jama, elle va te dire que tout le monde en parle, mais que la réalité, c'est que les chiffres ne sont pas beaucoup plus probants qu'il y a 5 ans. Donc, il se passe des choses, les gens en parlent, il y a une sensibilisation, mais concrètement, ça ne bouge pas assez et pas assez vite. D'accord, donc une prise de conscience, mais les résultats sont pas encore, sont loin d'être satisfaisants en tout cas. Non, exactement. Et puis après, ils le sont peut-être pas aussi parce que malheureusement, les femmes, elles sont pour la plupart mamans, mariées, elles tiennent une maison, un appart, il y a encore tous ces biais-là. Et après, il y a un autre sujet moi, qui me tient à cœur et justement, ça tombe bien parce que je l'ai lancé aujourd'hui. Voilà, ce matin, c'est que on parle d'inclusion diversité partout. Donc, il y a plein de choses qui se passent. Mais, petit rappel, l'âge de la retraite vient de reculer. Bruno Le Maire veut diminuer la durée d'indemnisation chômage des personnes de plus de 45 ans. Enfin, en tous les cas, quand on n'arrive pas à trouver du boulot à un certain âge. Et by the way, on a une population qui est hyper vieillissante. Enfin, d'ici 10 ans, il y aura limite plus de personnes âgées que de jeunes. Donc, et aujourd'hui, dans la tech, on n'a que 7% de personnes de plus de 45 ans, parce que je pense que je vais arrêter d'utiliser le mot senior, qui est vraiment tellement mal perçu qu'en fait, il ne sert pas la cause. Mais donc, plus de 45 ans et ou personnes expérimentées. Et il n'y en a pas dans la tech. Et ça, c'est pareil, il y a un énorme biais. On se dit, non, plus de 45 ans, ils sont fatigués, ils coûtent trop cher, ils ne s'adaptent pas à une culture d'entreprise, ils ne savent pas utiliser des outils métiers, etc., etc., etc. Mais en fait, il faut arrêter. Les gens de plus de 45 ans ont une expertise très forte et parfois même des expertises métiers ou sectorielles hyper importantes pour des startups. Et donc, il faut aussi, eux, les mettre dans ce schéma d'intégration, d'inclusion et de diversité dont on parle tout l'écosystème. Donc, ce que tu me dis, c'est que la mission tremplin de la French Tech, justement, donc travaille à l'égalité homme-femme, autant que faire se peut, mais également, du coup, à l'inclusion des personnes de plus de 45 ans. Alors, mettant en avant French Tech Tremplin, c'est juste inclusion, diversité, et c'est juste sur ce que j'expliquais tout à l'heure, les entrepreneurs et entrepreneuses issus des milieux sous-représentés dans l'écosystème, ont sous-entendu quartier prioritaire de la ville, RSA, etc. Et en revanche, le sujet des seniors est pour le moment uniquement porté par la French Tech Grand Paris. C'est notre initiative à nous. Elle n'est pas nationale aujourd'hui. J'espère qu'elle le sera et que en faisant bouger les lignes, on arrivera à onboarder là-dedans la mission French Tech, les autres capitales French Tech, etc., etc. Je pense que là, on donne l'impulsion et que derrière, ça suivra. Et ça, par ailleurs, je le mets en place avec des startups type, alors les Chief People Officers de startups, type Ivaneos, SideTrade, des fonds d'investissement comme Serena, des acteurs sur la reconversion justement des seniors type Winside ou Maximis qui accompagnent les boîtes dans l'accompagnement de leurs salariés vers la retraite. Voilà, donc j'ai essayé de faire un panel un peu représentatif. J'ai mis Simplon aussi là-dedans, parce que Simplon, c'est de la formation à la tech et que je pense que les seniors ont quand même besoin d'être formés à minima sur des outils métiers ou sur certains sujets pour pouvoir intégrer parfois des startups. Intégrer effectivement ou remettre à jour de nouveaux outils, mais par contre pouvoir capitaliser sur leur expérience, leur gestion de projet, leur capacité à mobiliser leur expérience, en fait, tout simplement. Oui, et puis apporter peut-être quelque chose d'un peu plus cadré, posé dans une entreprise composée souvent de jeunes un peu électrons libres, etc., etc. Apporter un peu de structure, peut-être un peu de rondeur aussi. On parlait justement d'inclusion, mais évidemment, il va falloir préparer les prochaines générations. Est-ce qu'il y a des efforts qui sont particulièrement déployés justement pour former nos chères têtes blondes aux talents technologiques? On parle de data mining, on parle d'IA, des technologies qui n'existent pas encore, qui ne sont pas forcément encore enseignées. Comment est-ce qu'on peut préparer l'avenir et former justement ces générations aux nouvelles technologies? Alors aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on nous envie tous nos ingénieurs dans le monde entier. On a des très très bonnes écoles comme Polytechnique, les mines, Centrale, les ponts, bref, il y en a, je pourrais en citer plein, qui forment les meilleurs ingés, mais tout le monde n'y a pas accès.
Et en fait, ce que je trouve assez formidable, c'est que des acteurs comme Xavier Niel aient créé justement l'école 42 pour rendre accessible ces formations et avoir ces diplômes et ce tampon là, de l'école 42 qui fait que tous les gens qui n'ont pas accès aux grandes écoles peuvent quand même trouver du boulot dans la tech parce que l'école 42 est vue quand même comme une école hyper sérieuse, cadrée, qui est à la fois cadrée et pas cadrée d'ailleurs, parce que quand on connaît le fonctionnement de 42, c'est assez incroyable. Donc voilà, donc un grand merci à Xavier Niel pour ça, et pas que pour ça d'ailleurs, mais pour tout ce qu'il fait avec Station F, avec Tarenco. Ensuite, il y a les universités qui sont beaucoup adaptées et qui ont créé des masters spécifiques, à l'image de l'université Paris-Saclay qui a créé un master IA, mais pas que. Donc il y a une adaptabilité quand même en fonction de l'évolution des sujets ou des sujets un peu porteurs à l'instant T. Je trouve que les écoles vont assez vite et ça c'est chouette pour s'adapter. Et puis après il y a des initiatives top que moi j'adore qui sont plus accessibles du type Simplon qui forme au métier du numérique, ou Inside avec qui moi je collabore pas mal, qui aide à la reconversion des femmes seniors, notamment au travers des formations au no-code, ou des acteurs comme vous, Axelor, avec autour du low-code et de l'open source. Tout à Donc, fait. il y a beaucoup d'efforts déployés pour que la prochaine génération de talents soit à un certain niveau et qu'on y arrive, qu'on ait fait des grandes écoles ou qu'on soit bon en maths ou pas. Donc tu constates en tout cas que le milieu éducatif, que ce soit des acteurs institutionnels, tu parlais des universités, tu parlais des grandes écoles, et des acteurs nouveaux finalement, ont vraiment su évoluer et s'adapter. Est-ce que si on dézoome un petit peu au-delà du milieu éducatif, on peut dire que dans l'ensemble, l'écosystème technologique français a vraiment aussi su s'adapter et évoluer là, ces dernières années? Alors, je vais refaire un petit peu une redite avec ce que j'ai pu dire sur d'autres éléments de réponse que j'ai donnés tout à l'heure, mais en fait, cet écosystème, il a évolué de façon délirante en 10 ans. Moi, je suis dans la tech, dans le digital depuis 99. J'ai vu les années 2000 où on créait des sites internet, il y avait des hauts féminins, des Dailymotion, des Mythiques, c'était du digital pur. Puis ils sont venus là-dessus de commencer à arriver le SaaS. Et puis ensuite, on a vu d'autres technologies émerger. Voilà. Et on a eu la création de la French Tech en 2013, la création de BPI France en 2013. On a eu le lancement de l'école 42. On a Station F qui est arrivé entre-temps, porté par Xavier Niel. Ce que fait Xavier Niel est quand même dingue. Enfin, lui, il y a un problème agriculture, il met hectares. Il y a un programme de formation, il crée l'école 42. Il veut que il y ait un lieu qui réunisse les startups, que tout le monde collabore ensemble, que ça ait une aura internationale, il fait Station F. Et là, il se dit, l'IA est en train d'exploser. Et en l'espace de 2 mois, parce que moi, j'ai vraiment suivi le lancement de Qt AI et CMA, CGM, qu'on n'attendait pas particulièrement sur ces sujets-là. Et il lance un lab open source IA. Donc, des acteurs comme ça ont permis à cet écosystème vraiment d'exploser. Nicolas Dufourc avec BPI, très honnêtement, Nicolas Dufourc, moi je suis hyper admirative aussi, parce que BPI finance en dilutif et en non dilutif, investit dans les fonds d'investissement, donc en fonds de fonds, a déjà investi dans des centaines et des centaines de startups. Ils ont créé la French Fab, ils ont fait le plan Deep Tech. Il y a le BPI qui aide les startups sur la partie BizDev. Voilà, donc c'est assez dingue. Et puis on a ce président de la République qui est Startup Nation, qui a réussi à attirer les centres IA de Google, de Facebook, de Samsung, de Fujitsu en France. Et aujourd'hui, et ils ne sont pas partis en Allemagne ou à Londres. Donc aujourd'hui, on est quand même le pays après les États-Unis, le deuxième pays IA déjà depuis quelques années. On n'a pas attendu l'IA générative. Voilà, et on a des gens comme Yann Lequin, comme Luc Julia de Samsung, qui pour le coup représente extrêmement bien la France et aide cet écosystème à être tiré vers le haut également. Donc tu me disais que la French Tech a été fondée en 2013, avec un mouvement effectivement qui est issu du mouvement des pigeons. J'imagine que les missions de la French Tech ont évolué depuis. Tu as mentionné plusieurs projets notamment. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur France 2030 ? Bien sûr, alors oui, la French Tech évolue, mais elle évolue avec son temps, j'aurais tendance à dire. C'est-à-dire que
il y a des sujets qui émergent. L'inclusion diversité n'était pas là à l'époque de la création de la French Tech. Enfin, c'était là, mais c'était pas dans l'esprit collectif. Donc la French Tech l'a pris en main avec French Tech Tremplin. Là, on a France 2030, effectivement, qui est une des priorités du gouvernement, qui a été lancée en partenariat d'ailleurs avec le secrétariat général pour l'investissement et BPI France. Ils ont lancé le programme French Tech 2030 qui accompagne les acteurs émergents qui répondent à des grands enjeux de société selon les priorités stratégiques du plan France 2030. Priorités stratégiques, ça va être la santé, ça va être l'agri, ça va être la recherche avec la deep tech. Voilà, et le plan d'investissement d'avenir, donc France 2030, c'est un plan d'investissement d'avenir, de 54 milliards d'euros qui va être distribué d'ici 2030. Et dans ce cadre, donc, il y a eu la French Tech 2030 de lancer. Il y a eu 125 entreprises qui ont été sélectionnées, qui ont été annoncées au mois de juin. C'était la première promotion, et ça va revenir tous les ans, et qui donc bénéficient de l'accompagnement financier, extra-financier dont je parlais tout à l'heure. D'accord, donc c'est un projet quand même d'une grande ampleur, parce que tu me dis ça va de la green tech, l'espace, les biotechnologies, ça embrasse extrêmement largement tous les enjeux de demain en fait. C'est vraiment comment est-ce qu'on aide la France, la souveraineté, et ramener en fait, comme on ramène le paracétamol, la production du paracétamol en France, parce que c'est quand même une molécule extrêmement importante dans le domaine médical, du médicament. Voilà, c'est comment est-ce que tous les sujets un peu stratégiques, la production de batteries en France, les semi-conducteurs, le spatial, etc. Comment est-ce qu'on essaie de faire en sorte que la France soit moins dépendante de l'international, ou en tous les cas hors Europe, puisque on collabore quand même beaucoup avec l'Europe sur tous ces sujets. Comment est-ce qu'on essaie de les rapatrier en France ? Quand tu parles du paracétamol, du coup, c'est une expérience un peu douloureuse du Covid, j'imagine. Comment est-ce que justement, quels sont les apprentissages ou le retour d'expérience que tu as de ton point de vue depuis la French Tech, du Covid justement, qui a quand même été un moment inattendu, qui a paralysé toute l'économie, toutes les croissances possibles à un moment, le pays s'est retrouvé paralysé. Est-ce qu'il y a eu un apprentissage ? Est-ce que justement, il y a maintenant des cours de résilience pour les entreprises qui peuvent être donnés ? Comment vous l'avez intégré ? Il y a une chose qui a été extraordinaire pendant le Covid, c'est la rapidité de mise en marche. Alors, il y a les entreprises accompagnées par des fonds d'investissement et il y a celles qui ne le sont pas. Moi, je trouve, et je viens de fonds d'investissement, mais que les fonds d'investissement ont fait un travail, alors c'était dans leur intérêt, pour pas que leur boîte se plante, mais dingue d'accompagnement de leur participation et les aider à pivoter pour certaines. Il y a des boîtes comme Brigade qui, à la base, étaient sur comment aider les acteurs de la restauration, de l'hôtellerie à recruter des extras, etc. Les restaurants sont fermés, Brigade allait fermer quelque part, et bien, ils se sont dit, c'est pas grave, on a un problème sur le secteur de la santé, on va aller utiliser le savoir-faire de Brigade qu'on avait sur la restauration, mais l'adapter sur le secteur de la santé. Et donc, aujourd'hui, Brigade a maintenant ces deux verticales. Ils ont relancé la restauration quand ça s'est réouvert, et ils ont la santé. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc, je pense que ça a appris à rebondir, à être agile, à être rapide. Ça a appris peut-être aussi à revoir un peu la structuration des équipes, le financement des projets, avoir moins de financement peut-être à cette époque-là, mais quand même réussir à pivoter sans avoir des millions derrière. Donc oui, il s'est passé énormément de choses. Et puis, ça a réveillé les consciences de se dire qu'il faut peut-être prioriser aussi ce qui se passe sur le territoire national avant de partir à l'international. Et on a le cas avec France 2030 qui a été lancé entre-temps, alors qui a un sujet de souveraineté, mais qui a une grosse brique quand même transition écologique à l'intérieur. D'accord, très clair. On disait donc que la French Tech a vu ses missions évoluer, que ce soit pour l'inclusion, que ce soit effectivement pour endosser aussi les ambitions stratégiques de la France jusqu'en 2030. Est-ce que tu as vu des secteurs émerger plus particulièrement qui n'étaient pas là il y a 2 ans, 5 ans, et qui aujourd'hui sont en train de truster effectivement les startups qui se présentent au sein de French Tech ou qui performent beaucoup mieux en fait que les autres ? Il y en a quand même pas mal. On a bien évidemment l'IA générative, dont d'ailleurs, il y a des levées annoncées tous les jours. On ne parle plus que de ça. Voilà, donc l'IA générative est un énorme sujet. Il y a le sujet des semi-conducteurs,
pareil, pour qu'on ait une indépendance quand même un peu stratégique sur ce sujet-là, parce que les semi-conducteurs, ils sont absolument partout aujourd'hui. On a le quantique qui est en train d'arriver et qui va se développer fortement et sur lequel misent pas mal d'acteurs. Il y a tout le sujet qui est plus lié à l'impact, mais qui sont les sujets des batteries. Et on a des usines qui ouvrent en France et qui sont... je trouve ça assez chouette. Il y a la nouvelle conquête du spatial que je mettrais dedans. Et puis après, il y a tous les sujets, alors type à impact, hein, on a vu que l'investissement, le financement de l'innovation avait été fortement fléché sur l'impact en 2023. Derrière l'impact, on peut mettre les sujets type l'hydrogène bas carbone, le captage du carbone, la biologie synthétique. Alors ça, on est plus sur de la biotech là, mais c'est hyper intéressant. Donc la biologie synthétique, un peu à l'image de l'ARN synthétique. Donc on a connu l'ARN messager pendant le Covid. Oui. Et on va avoir en biotech ces sujets-là qui vont monter et qui vont permettre la création de médicaments, de vaccins, de choses hyper intéressantes grâce à biotech. Donc il y a beaucoup de sujets et je pense que j'en oublie, mais il y a beaucoup de sujets dont ceux-là. Comment est-ce que la French Tech permet justement à ces entreprises, parce qu'on parle de souveraineté nationale, mais la French Tech, a priori, c'est pas juste refermer les startups sur le territoire national, mais au contraire essayer de les encourager à s'envoler vers l'international, où il y a aussi de forts relais de croissance. Comment est-ce que tu œuvres au sein de la French Tech pour encourager et favoriser l'internationalisation des startups? Sur l'international, il y a deux acteurs forts pour ça. Il y a effectivement la French Tech et notamment avec ces communautés French Tech internationales, qui sont de pas loin de 70 communautés. Donc, si vous allez à New York, à Beijing, à Lisbonne, je sais pas, même à Houston ou à Bangalore, vous avez des French Tech locales qui sont représentées par des entrepreneurs français installés dans ces villes ou dans ces régions, qui sont un peu votre point d'entrée en local et qui vont pouvoir vous accompagner sur vous apprendre un peu, vous acculturer au mode de fonctionnement, je sais pas moi, BizDev du pays. C'est quoi la fiscalité quand on recrute, comment est-ce qu'on recrute, etc., et qui peuvent même vous aider à ouvrir des premières portes business, voire à vous présenter à des fonds d'investissement locaux. Donc ce réseau French Tech en local, il est vraiment super intéressant. Il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus. Même nous, French Tech Grand Paris, à nous demander des intros si besoin est. On est en contact avec tout le monde et on le fait volontiers. Ensuite, il y a un deuxième acteur qui est très fort, qui est Business France. Et Business France a des programmes d'accompagnement des startups à l'international en fonction des besoins et des pays. Ils emmènent des délégations sur l'ensemble des gros événements type le CES de Las Vegas, NRF, la NRF qui est à New York, Slush qui est en Finlande, bref. Avec ces grosses délégations, ça met à chaque fois un projecteur quand même sur des startups en local, que ça médiatise. Ils organisent des rendez-vous avec des acteurs hyper importants sur place, ils les aident sur le BizDev. Bref, on a quand même globalement des acteurs qui aident à cette internationalisation, donc les communautés French Tech plus Business France, et je pense qu'il y en a d'autres que je n'ai pas en tête particulièrement. Mais il y a une association comme French Founders qui est extrêmement bien implantée aux US, qui est beaucoup au BizDev. Donc il y a beaucoup de relais en fait. D'accord. Vu qu'on est en train de voyager, de faire le tour du monde, je te propose d'y rester. Est-ce qu'il existe des initiatives similaires justement dans d'autres pays? Je pense à l'Allemagne, les États-Unis, la Chine ou le Japon. De ce que j'en sais, mais après moi je ne vis pas particulièrement à l'étranger, mais vraisemblablement il n'y a pas de pays qui a un équivalent de la French Tech aussi bien structuré, aussi bien accompagné. On est les seuls à avoir les programmes qu'on développe, à avoir un gouvernement aussi supportif qui met autant de moyens, à avoir BPI France qui fait autant de choses incroyables. Donc, je pense que non, on est à peu près les seuls à avoir ça et on peut s'en targuer. Et d'ailleurs, la French Tech, moi là en ce moment, je reçois, comme l'année prochaine, c'est en 2024, c'est l'année de la Chine et de la France. Je reçois beaucoup de délégations asiatiques et notamment chinoises
qui s'émerveillent très honnêtement du système French Tech. D'accord. Est-ce que tu as des exemples de réussite justement d'entreprises qui ont réussi à s'internationaliser avec succès? Et est-ce qu'elles sont restées françaises ou est-ce qu'elles sont devenues des multinationales? Ça, c'est un bon sujet. Oui, des exemples, en fait, il y en a plein. Et il y en a pas mal qui sont devenus licornes, tels que Miracle, tels que Dataiku, AB Testy, Greenface. Vraiment, je peux en citer Cybele Angel. Voilà, il y en a beaucoup. Est-ce qu'elles sont restées françaises ou pas? Alors, oui, pour la grande partie. Il y en a une qui ne l'est plus, qui est Dataiku. Pour une raison, c'est qu'en fait, il fut une époque où, quand les fonds d'investissement américains investissaient dans les entreprises françaises, elles leur demandaient de switcher leur siège social aux États-Unis. D'accord. C'est arrivé à 2-3 reprises. Donc, du coup, ces boîtes n'ayant plus leur siège social en France sont devenues américaines dans la loi, on va dire. Mais en revanche, en gardant quand même 70 à 80% de leur effectif en France, qui sont essentiellement d'ailleurs les techs et les ingénieurs. Et en fait, ce qui s'est passé, et ce que je trouve intéressant, c'est que pour arrêter cette hémorragie que nos boîtes partent aux US comme ça, le président Macron a décidé de faire venir en France et a reçu à l'Élysée les gros fonds américains, D'accord. dont les Andreessen Horowitz, Co., pour leur demander d'arrêter de demander à nos entreprises de switcher leur siège social aux US. Et en fait, ça a marché. Il a Et été c'est ça qui est entendu? assez fort, hein, c'est que maintenant, effectivement, les fonds américains n'imposent plus vraiment ça aux boîtes françaises. D'accord. Parce que c'est vrai que ça pouvait être un péril de devenir tellement gros que finalement la France n'était plus qu'un confetti dans leur chiffre d'affaires. Quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer dans le domaine de la technologie en France? Et quel enseignement ou qu'est-ce qu'ils peuvent tirer de la French Tech pour pouvoir grandir? Moi, je vais lancer plutôt donner plutôt des conseils quand on est entrepreneur, enfin quand on veut devenir entrepreneur déjà. Premièrement, c'est de savoir super bien s'entourer, dès le départ, essayer d'avoir des conseils. Alors, on parle d'advisory board, mais c'est vrai quand on en est au tout début, c'est peut-être un peu trop tôt d'avoir un advisory board tel qu'on l'entend, mais en tous les cas, de savoir très très bien s'entourer. Ensuite, quand on crée une boîte, c'est de bien s'associer. De ne pas s'associer seul, parce que très honnêtement, la solitude du solo entrepreneur, elle est terrible. Et quand on a des moments de doute, on a envie d'abandonner. Et puis quand on a des interrogations, on se demande si on prend la bonne décision ou pas. Donc d'être 2 ou 3 associés, et 2 ou 3 associés complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va plutôt être le financier, l'autre le marketeur, l'autre le tech. Et en plus, si jamais vous allez lever des fonds, c'est hyper apprécié par les fonds d'investissement d'avoir une complémentarité dans les associés. Ensuite, c'est d'avoir des talents qui ont l'ambition de grandir avec vous et de vous accompagner dans le développement, la croissance de la boîte et pourquoi pas à terme de devenir même actionnaire au travers des BSPCE, au travers de différents modèles fiscaux que les associés pourraient leur donner pour les motiver. Ensuite, c'est quand on développe sa boîte, c'est avant de vouloir tout de suite aller lever des fonds. Et en plus, le marché s'est quand même restabilisé ces derniers temps, est redevenu à la normale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une crise du tout. L'argent est là. Mais en revanche, on demande juste aux boîtes ce qui aurait dû être toujours le cas, c'est-à-dire d'avoir des clients, une rentabilité, d'arrêter de dépenser à outrance, etc. etc. Donc, avant de lever les fonds, c'est d'essayer d'être bootstrap, de voir toutes les aides qu'il peut y avoir en non dilutif, aides, subventions, crédits, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Les pays en a plein dans son escarcelle, la région en a, la ville de Paris en a, toutes les régions en ont d'ailleurs. C'est pas que la région Île-de-France, mais je suis parisienne, donc j'ai un biais. Donc, essayez par vous-même d'avancer avec du non dilutif avant d'aller lever des fonds et du coup de vous diluer. Donc pour toi, l'horizon de toute startup, c'est pas la levée de fonds, c'est avant tout de trouver une croissance et une croissance saine en fait. Je pense que la levée de fonds, c'est très bien, ça aide à aller très vite. Mais parfois, à un moment donné, on ne parlait plus que de montant de levée de fonds et je me demande si ce n'était pas un concours, je ne vais pas dire le mot sur le podcast, mais voilà, celui qui aura le plus levé, quoi. Et la réalité, c'est pas ça le plus important. Je pense que
Moi, je dis toujours, vaut mieux avoir une petite entreprise qui marche bien, dans laquelle on se fait plaisir et avec lequel on arrive bien à vivre et à faire vivre son équipe et ses salariés, que d'avoir un truc qui vaut des millions, où on a une pression de dingue, on veut aller vite, on se met la pression. Et puis quand on lève des fonds et qu'on a des fonds d'investissement au board, bah, c'est pas non plus de tout repos, hein. Vous devez des comptes à quelqu'un, hein. Donc il ne faut pas se dire que là, ça va être beaucoup plus facile. Merci pour ton retour. On arrive au terme de cet épisode. Merci beaucoup Alexandra pour cet échange qui était extrêmement riche. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a permis de mieux saisir comment conduire sereinement une startup dans l'écosystème. Pour soutenir ce podcast, vous le savez, ce qui nous aide le plus, c'est de partager autour de vous et de laisser un avis sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour le prochain épisode.